Très tôt, j'ai eu envie d'aller à la rencontre de peuples qui avaient gardé un lien fort à la nature. Je suis parti d'abord en Afrique, faire un voyage d'études à 17 ans. Et puis, il y a eu un drame familial qui m'a obligé à me sédentariser pendant un petit moment. Et dès l'âge de 20 ans, je suis parti en solitaire en Amazonie où j'ai été... Alors là, j'ai vécu quelque chose d'assez fort. J'ai été adopté dans le sens autochtone du terme, c'est-à-dire qu'on ne laisse jamais une personne seule et sans famille. Et j'ai été invité à subir les rites de passage, les rites initiatiques. Donc j'ai été initié selon le rituel du Eputop, du Maraké, chez les Wayana en Amazonie. Et quand je suis rentré, j'avais plus qu'un objectif, c'était de m'engager aux côtés des premiers. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux d'une forme de vie, je suis tombé amoureux d'une cause, et j'ai décidé d'ancrer ma vie dans l'investissement, dans la défense de cette cause. Donc ça a démarré très tôt, à 18 ans en fait. J'ai enchaîné les grandes expéditions d'un an et demi sur le terrain, en immersion avec les communautés autochtones, d'abord en solitaire, puis avec de toutes petites équipes, et les choses se sont, je dirais, presque spontanément structurées. Donc j'ai monté des associations, dont une association internationale qui est consultante aux Nations Unies, mais avec une incapacité totale à lever des fonds. Donc en fait, mes premiers voyages, je les payais par des petits boulots. Je partais, je rentrais, je faisais des petits boulots, j'épluchais les pommes de terre sur des campings. Enfin, c'était des petits boulots comme ça qui me permettaient de financer mes tout premiers voyages. J'ai monté des projets pour réaliser des films documentaires. Donc là, j'ai reçu des bourses qui m'ont permis de financer aussi ces tout premiers voyages. Et ces films ont ramassé pas mal de prix, ont été diffusés par des télévisions. Donc assez rapidement, les choses se sont mises en place et je suis devenu, j'aime le contact avec le public, donc je suis devenu conférencier à Connaissance du Monde, qui est une organisation où les réalisateurs, alors c'est un peu un monde en voie de disparition, hein, ça, le cinéma nomade, les artisans du reportage, mais c'était des longs métrages d'1 heure et demie, donc ça me plaisait, que l'on commente en direct auprès du public, et je partais avec mes bobines de film 16 mm sous le bras à passer de ville en ville pour présenter mes films, et ça me convenait tout à fait puisque j'étais dans une forme de nomadisme. Je présentais mes films pendant 3, 4, 5 mois de l'année, puis le reste du temps, je repartais sur le terrain. Et donc, assez rapidement, en 88, je connaissais déjà pas mal de leaders autochtones. Il n'y avait pas encore beaucoup d'associations autochtones à l'époque. On a monté... comment je dirais, en fusion avec un de mes amis qui est aussi une forme d'adoption, qui est Vizir Sanyou, qui est une sorte de frère de sang que j'ai au Nagaland, à la frontière de l'Inde et de la Birmanie, en lui disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire, Vizir, nous les Occidentaux, depuis nos lointains pays nantis, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en solidarité avec vous qui luttez pour votre reconnaissance, pour votre liberté, pour votre identité ?» Il m'a dit « il faut que tu montes une association et que tu t'affranchisses des lois et des interdits, parce que la plupart des peuples qui ont des choses à dire vivent dans des zones interdites, fermées, où on n'a pas le droit d'où on n'a pas le droit de témoigner. » Donc avec lui, on a monté ICRA International, il y a un acronyme anglais, c'est Commission internationale pour les droits des peuples aborigènes, International Commission for the Rights of Aboriginal People, et petit à petit, on a structuré, alors avant même de fédérer des membres et des soutiens ici en Occident, dans les pays occidentaux, petit à petit, on a fédéré à peu près 250 à 300 correspondants autochtones dans le monde entier. Ce sont des chefs de tribu, qui sont des gens engagés, qui sont des leaders, pas dans le sens occidental du terme, mais des gens que l'on écoute dans le sens autochtone du terme. Et de là, on a créé des sections nationales, en Belgique, en Suisse, aux Philippines, au Canada, en France bien évidemment. Et on a créé cette association, donc Commission internationale pour les droits des peuples aborigènes, qui travaille à peu près avec les mêmes outils qu'Amnesty, qui lance des campagnes de pression, de sensibilisation contre les activités destructrices de nombre de nos multinationales. Enfin, vous imaginez un petit peu le travail contre certaines dictatures de tous les extrêmes, droite ou gauche, comme on les qualifie chez nous, qui ont des attitudes pas très correctes à l'égard de leur peuple premier. Et ça a commencé comme ça. Donc en 1993, on a été invité à travailler dans les instances des Nations Unies sur les recommandations
en faveur des peuples autochtones, la charte des droits des communautés autochtones, c'était l'année internationale des populations autochtones. Juste avant cela, notre association ICRA avait beaucoup milité et avait créé un collectif d'associations pour qu'en 1992, 5e centenaire de la conquête des Amériques, le prix Nobel de la paix soit remis à un ou une représentante des communautés autochtones. Donc on a ciblé Rigoberta Menchutum, qui est une indienne maya quiché du Guatemala, une femme également parce que les Occidentaux font un déni de connaissance et se refusent à admettre que 80% des populations autochtones, avant leur conversion au christianisme ou à l'islam, sont des sociétés matriarcales. Peuple autochtone, population autochtone, l'ONU a refusé d'admettre la qualification de peuple autochtone parce que ça risquait d'encourager à certaines velléités nationalistes. Donc ils ont adopté le terme de population autochtone. En général, nous on aime utiliser le terme de peuple racine. Ce sont des peuples qui sont ancrés de tout temps dans un territoire. Et en général, les peuples premiers, ce sont les premiers habitants de ces nombreux territoires à la conquête desquels nous sommes allés dès le XVe siècle. Donc ce sont les peuples des pays colonisés à la base. Ce sont des ethnies minoritaires en général, de tradition orale le plus souvent, qui ont été victimes de l'entreprise coloniale occidentale. On estime que c'est à peu près 4% de la population mondiale aujourd'hui. Les plus emblématiques, les plus marquantes, on va les retrouver bien sûr en Amérique du Nord où l'invasion, la colonisation a été extrêmement brutale et violente. On les trouve également en Amérique du Sud, on les trouve en Asie du Sud-Est, on les trouve en Australie où là également et en Océanie où la colonisation a été extrêmement brutale aussi. On les trouve en Afrique, mais alors en Afrique il y a des petites différences entre les communautés autochtones parce qu'en Afrique il y a beaucoup de communautés, beaucoup d'ethnies tribales, beaucoup de tribalisme, mais il y a des peuples plus anciens que d'autres. Donc on va admettre plutôt le statut de minorité par rapport à des sociétés dominantes, par exemple ceux que l'on appelle communément à tort les pygmées. C'est un ensemble d'ethnies, Baka, Bagieli, Bakola, Bambouti, sont des autochtones par rapport aux Bantous, qui est la population d'agriculteurs dominante. Donc on a quand même des autochtones. En Europe, il y a également pas mal d'autochtones. On reconnaît les éleveurs de rennes, comme les Samis, qu'on appelle plus couramment les Lapons, ou les peuples du Grand Nord russes ou de Mongolie. On les considère également comme des communautés autochtones. On revient un petit peu à la genèse de l'humanité et des grands modes de vie de notre humanité. Vous savez très bien qu'il y a 3 modes de vie essentiels dans la famille humaine. Il y a les chasseurs-cueilleurs. À la base, nous sommes des chasseurs-cueilleurs omnivores, destinés à être itinérants, pas forcément nomades, mais itinérants, et à puiser, collecter notre nourriture dans les ressources naturelles de notre environnement. Pendant 3 millions d'années, on a été chasseurs-cueilleurs itinérants. Et puis, il y a 10 000 ans, donc c'est rien du tout dans l'histoire de l'humanité, a émergé l'agriculture, l'horticulture, puis l'agriculture. C'est-à-dire que certaines populations, le chasseur-cueilleur, ce qui est très important, et de ce raisonnement-là, on va mieux comprendre les jeux de hiérarchie entre les peuples qui se veulent dominants et détenteurs d'une vérité, et les peuples que l'on a soumis. Le chasseur-cueilleur itinérant n'a aucun sens de la hiérarchie, aucun sens de la propriété, il ne possède rien, il considère qu'il appartient à la nature, et il considère que l'être humain qui chercherait à posséder est un homme extrêmement primitif, extrêmement arriéré. Ils ont encore ça dans leur tête. Les initiés aborigènes considèrent l'occidental comme un homme primitif et arriéré parce qu'il s'attache à la possession matérielle. Ce sont généralement des sociétés, donc je le disais, sans chef, sociétés essentiellement matriarcales ou matrilinéaires, et des sociétés bien sûr animistes. Dans le mot animiste, vous avez le mot animal, et qui ont un rapport très fort à la nature. L'émergence de l'agriculture a amené une partie des sociétés humaines à se sédentariser, à changer de mode de vie. On est passé d'un mode de vie du loisir, puisque chez un chasseur-cueilleur, il faut 2 à 3 heures par jour pour recueillir la nourriture dont on a besoin pour le reste de la journée. Donc tout le reste de la journée, c'est le lien social, c'est la méditation, c'est le sens de la vie. C'est la spiritualité. L'agriculteur, lui, a ressenti le besoin de changer de mode de vie. Il est passé d'une société du loisir à une société du travail. Travaillant la terre, il s'est approprié cette terre qu'il travaillait. Donc, est arrivé, il y a 10 000 ans, le sens de la possession dans la famille humaine. Ayant une possession et une propriété, l'être humain a ressenti le besoin de la défendre.
Donc il s'est organisé de façon guerrière, belliqueuse, militaire, pour défendre sa terre. Il s'est organisé en société civilisée. Alors quand je dis civilisée, il ne faut pas se tromper sur le sens du terme. Civilisé, c'est bâtisseur de villes. Se sédentarisant, il a bâti des villages et des villes. Donc en ce sens, nous sommes des sociétés civilisées. Et ces villages et ces villes s'accroissant, cet homme agriculteur a ressenti le besoin de coloniser toujours plus de terres pour étendre sa puissance. Il a aussi instauré la hiérarchie puisqu'il devenait une société guerrière et une société guerrière ne peut pas fonctionner sans chef. Chef de guerre, chef de village, chef de tribu, seigneur, roi, empereur. Nos chefs d'État actuels, on est dans la logique de l'agriculteur. Donc ça change tout. Et c'est seulement il y a 5000 ans que sont arrivés les éleveurs nomades. Alors eux sont arrivés plus tard. C'était des sociétés d'agriculteurs qui travaillaient et qui vivaient dans des zones où l'agriculture n'est pas forcément viable sur le long terme, parce qu'il y a des extrêmes climatiques, je pense à la Mongolie, je pense au Grand Rift, au Sahel, et donc ils ont dû abandonner l'agriculture et reprendre la vie nomade, mais avec quand même le sens de la propriété, le sens de la hiérarchie, le patriarcat qui commençait à s'installer, et surtout le sens de la possession. Donc les éleveurs nomades sont généralement des sociétés guerrières. Il suffit de rappeler des invasions de Gengis Khan et des guerriers mongols. Ceci explique l'expansion coloniale qui a démarré au XVe siècle, où l'Europe, commençant à étouffer un petit peu, ayant aussi beaucoup de populations dont elle voulait se débarrasser, a envoyé ces populations, entre guillemets, un peu délinquantes, à la conquête des terres à découvrir, notamment du Nouveau Monde, de l'Amérique et autres, et où on a installé notre entreprise coloniale. Notre entreprise coloniale, elle a été basée sur beaucoup de certitudes, celle que notre mode de vie est le seul viable et le meilleur et qu'il faut absolument l'imposer aux autres, puisqu'il y a un système de hiérarchisation et de domination des plus forts sur les plus faibles. Et puis celle aussi, et c'est peut-être beaucoup plus grave, que les rares religions monothéistes, dites monothéistes, parce que ça aussi c'est un terme qui veut rien dire du tout, le christianisme et l'islam, qui appartenaient à ces sociétés conquérantes, ont été utilisés en fer de lance de la colonisation. Et aujourd'hui encore, ça continue. Ça continue avec les églises évangéliques, ça continue avec l'islam radical qu'on va imposer dans des populations marginalisées un peu partout. Je vais prendre qu'un petit exemple en parlant des nomades. Les Touaregs, par exemple, sont une société matriarcale, et ça peut surprendre, mais qui a été envahie par une population blanche musulmane venue d'Arabie qui est venue imposer l'islam. En Amérique du Nord et du Sud, c'était les populations blanches venues d'Europe qui ont envahi ces terres et qui, bien sûr, se sont servis du christianisme comme fer de lance. En 88, on était encore dans une période assez dure au niveau de l'après-colonisation, c'est-à-dire qu'on était en pleine déforestation, on traçait les transamazoniennes par exemple à travers l'Amazonie. C'était le moment où les grandes multinationales qui ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui, beaucoup plus que nos élus, Total, les multinationales de l'énergie se développaient à plein pot, donc il y avait d'énormes problèmes dans les communautés autochtones de déforestation, d'expropriation des terres, des violences à leur égard, des massacres, il y en avait encore assez fréquemment. Donc il était urgent de se fédérer. Donc il y avait pratiquement que 3 associations existantes au début des années 80. C'était dans les pays anglophones Survival International, c'était au Danemark dans les pays nordiques IFGIA, International Work Group for Indigenous Affairs, le groupe de travail pour les affaires indigènes qui fait un travail extraordinaire, et puis ICRA International, plutôt on va dire dans les pays francophones. Et donc, il y a eu en 1992 ce prix Nobel dont je vous ai parlé qui a été extrêmement important, et le fait que l'année 93, sous la pression de nos trois grandes associations, l'année 93 a été déclarée année internationale des populations autochtones, puis décennie internationale des cultures autochtones dans le cadre de l'UNESCO. Donc ça a provoqué une onde de choc. Il y a eu la Charte des droits des peuples autochtones qui a été signée. Elle a été signée en 1987, validée en 1993, même si les pays issus d'invasions coloniales les plus importants ne l'ont pas signée, c'est-à-dire que les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et 1 ou 2 pays africains ne l'ont pas signée, cette charte. Mais enfin, elle avait le mérite d'exister. Et donc, cette année internationale des populations autochtones et l'action de nos associations ici dans les pays occidentaux ont permis à
tout un ensemble d'associations autochtones d'émerger. Et c'est essentiellement les Amérindiens d'Amérique du Nord, du Canada, d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, puisqu'il y avait Rigoberta Menchú, et d'Amérique du Sud, qui se sont structurés et organisés en associations. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les autochtones se sont dit, on ne s'en sortira que si on apprend à fourbir le langage et les armes des Occidentaux, des peuples qui nous ont envahis. Donc le langage juridique, donc la reconnaissance des droits à la terre, la reconnaissance des droits à une spiritualité différente de la spiritualité dominante, la reconnaissance de nos règles sociales, le matriarcat, le chamanisme, le fait que chez les peuples autochtones, les chefs ne sont pas des chefs tels que nous l'entendons ici, c'est simplement des gens qui ont une voix qui est plus écoutée, qui porte plus comme une expérience de sagesse et qu'on écoutera plus volontiers que d'autres. Donc petit à petit, pas mal d'organisations autochtones aidés par nos associations internationales ont commencé à se structurer, à revendiquer certains droits et ont gagné sur certains fronts, pas autant qu'on aurait voulu, mais ont gagné sur certains fronts. Et puis après il y a eu donc les années 90, les années 2000, et là la colonisation, l'entreprise coloniale s'est un petit peu transformée puisque c'est l'univers des grandes multinationales de l'agroalimentaire, multinationale de l'énergie, de l'extractivisme, multinationale des entreprises pharmaceutiques qui commencent maintenant, et les églises évangéliques et les champs les plus radicaux de l'islam et du christianisme qui commencent à envahir ces terrains qui étaient colonisés par la voie des armes autrefois et des missionnaires et la politique par exemple des pensionnats catholiques dans lesquels on enfermait les enfants amérindiens jusqu'aux années 70 pratiquement, où il s'est passé des choses très très graves. Maintenant c'est un champ un petit peu différent et j'ai appris des peuples autochtones une très grande ouverture d'esprit et une très grande tolérance et un rapport à la nature peut-être un peu différent de mes concitoyens français que je côtoie voilà, dans ma vie et dans mes activités quand je suis en tout cas ici. Je suis un peu animiste, beaucoup animiste, sans l'être trop non plus. J'ai une grande nostalgie de tout un pan de cette humanité qui est en train de disparaître et je me rends compte aussi que nous sommes en train de nous rendre orphelins des pans les plus essentiels de notre humanité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on plonge dans 3 millions, notre histoire, on la plonge dans 3 millions d'années de chasseurs-cueilleurs itinérants. Il n'y a que 10 000 ans de mode de vie agriculteur avec tout ce sens de la possession, ce sens de la vérité, la prétention du monde occidental qui considère ce complexe de supériorité parce qu'il considère qu'il a toute la vérité infuse sur le domaine religieux, sur le domaine du mode de vie. Ce que j'ai surtout appris, c'est que chaque fois que je me suis immergé dans des communautés autochtones, je me suis immergé dans des populations, des communautés extrêmement joyeuses. On a le sens de la dérision. Quand on a un reproche à faire, on le fait sur le ton de la moquerie. On se nourrit des animaux, mais on est très respectueux des animaux. Donc il y a toute une règle du jeu qui s'est installée avec la nature. On demande pardon avant d'aller, on demande l'accord de l'esprit de la forêt et de l'esprit de telle famille d'animal avant d'aller entreprendre une chasse. On demande l'accord du maître des poissons avant d'entreprendre une pêche. On a toujours une petite pensée avec une demande de pardon et une petite prière pour que l'esprit de l'animal se transforme du mieux possible lorsqu'on va le mettre à mort et lorsqu'on va le consommer. Pareil avec un végétal. Et ça m'a appris l'humanité dans toute sa grandeur et dans toute sa beauté. Et c'est ça, moi, que je voudrais retenir aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance et le privilège de côtoyer une humanité belle, dans tous les sens du terme. Alors c'est pas non plus le bon sauvage à la Jean-Jacques Rousseau, il y a des jalousies, mais quand vous n'avez pas le sens de la propriété ni de la possession, déjà les jalousies s'éteignent énormément. Quand vous n'avez pas le sens de la hiérarchie, il n'y a pas les luttes de pouvoir comme on va rencontrer chez nous. Donc il y a beaucoup moins de perversions. Alors ces perversions, elles arrivent, parce que ces peuples autochtones aujourd'hui, s'ils veulent survivre, ça passera par des compromis. Ça passe par le dialogue avec les sociétés dominantes, ça passe par des accords avec des sociétés dominantes, ça passe par l'utilisation des règles du jeu imposées par les sociétés dominantes, les règles juridiques par exemple.
Ils savent bien que tous ces compromis-là sont à faire. Et c'est pour ça qu'on arrive peut-être à la dernière démarche, entre guillemets, que j'ai eu à entreprendre dans ma vie militante ou activiste, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a eu ICRA International qui existe toujours, mais il y a toujours ce besoin de faire connaître et de faire savoir. Parce que savoir et ne rien faire derrière, c'est cautionné. Donc j'ai envie qu'un maximum de gens à travers la planète, d'occidentaux et de non-occidentaux, connaissent l'existence de ces peuples, connaissent les cultures de ces peuples, connaissent les valeurs de ces peuples qui sont les valeurs de leurs propres ancêtres aussi, il ne faut pas l'oublier. On a vécu dans des modes de vie tribaux avant. Et à partir du moment où ils connaissent, ils ne pourront plus dire « je ne peux rien faire et je n'ai pas le droit de m'engager ». Donc ça a été toujours le discours qu'on a porté avec ICRA International, mais maintenant je me rends compte qu'on arrive dans un temps où le travail de mémoire est essentiel. Allez, ils nous appellent les hommes primitifs, ça il faut le savoir, la plupart d'entre eux, et eux, quand vous traduisez le nom de toutes les tribus du monde entier, vous traduisez le nom autochtone, pas le nom qu'on leur a donné, mais le nom autochtone, ça veut toujours dire homme vrai ou homme véritable. L'homme vrai et l'homme véritable, et ça ils en sont tous conscients, répond à 3 lois. Il doit protéger la terre sur laquelle autrefois ses ancêtres ont vécu et ne jamais l'abandonner ni la quitter, qui plus est pour aller à la conquête des terres d'autres peuples. Et il ne doit avoir aucune espèce de notion de possession ni d'appropriation. Ça, c'est un homme véritable. Donc, il m'est arrivé à plusieurs reprises en Amazonie ou chez les aborigènes d'Australie d'avoir des amis autochtones à peu près de mon âge. Je pense notamment au vieil aborigène qui s'appelle William, dans la région de Alice Springs en Australie, qui m'a dit, tu vois, pour être un homme véritable, il faut avoir été initié, il faut veiller sur la terre de ses ancêtres, et il ne faut surtout rien posséder ni s'attacher à aucune possession que ce soit. Vous deviendrez un jour, vous aussi, vous passerez de l'état d'homme primitif à homme véritable, mais vous avez encore beaucoup de chemin à faire. Donc ça, c'est une chose assez notoire. Et nous, quand je dis ça, ça surprend énormément les gens, parce qu'en fait, eux sont des primitifs à notre regard, parce qu'ils ont développé des méthodes de vie très archaïques, parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est des chasseurs-cueilleurs, donc ils n'ont besoin que de quoi se nourrir. Donc ça ne demande pas de développer des sciences extraordinaires. Par contre, ce sont des peuples qui, sur le plan spirituel, sont extrêmement évolués, élaborés. Ils ont des spiritualités d'une incroyable complexité, que ce soit chez les aborigènes d'Australie, chez les Papous de Nouvelle-Guinée ou au fin fond de la forêt amazonienne. Moi, les rares peuples isolés que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est notamment les Jarawas dans l'archipel des Andaman. Pour être clair, les seules choses qui les intéressaient, c'était ma famille, mes enfants si j'en ai, et les animaux que je côtoie. Ils ne veulent pas savoir de quel pays je viens, d'ailleurs ils n'ont pas la notion de pays, quel est mon mode de vie, ils sont un peu surpris par mes vêtements bien sûr, la première chose qu'ils font c'est de les enlever et de voir si je suis fait comme eux en dessous, mais quand on a des objets un peu technologiques, ils sont surpris par ces objets-là, dans lesquels souvent ils imaginent beaucoup de magie et de pouvoir, et c'est d'ailleurs cette puissance technologique que nous avons développée, c'est ce qui nous a aidés à conquérir ces peuples aussi, parce que nos missionnaires se sont empressés d'aller leur dire, vous voyez, les puissances éternelles nous ont donné à nous les hommes blancs des pouvoirs qu'à vous ils n'ont pas donné, puisque nous sommes capables de propulser une pirogue sans être obligés de pagayer, ou de voler dans un outil de fer dans le ciel. Donc, comme ils sont très superstitieux, ces peuples, qui croient aux esprits malins, les plus malins des missionnaires ont joué avec ces croyances et leur ont dit, vous voyez, les esprits de l'enfer vont vous dévorer dans leurs flammes si vous n'adoptez pas nos croyances. Il y a peu d'intérêt à l'égard du monde du dehors, si ce n'est le ressenti que ce monde du dehors est extrêmement dangereux pour eux. Pendant 45 ans, pour pouvoir me financer en grande partie aussi les associations, les programmes de terrain, financer les voyages, j'ai eu des activités professionnelles. Mes activités professionnelles, elles se sont déroulées dans l'édition, je suis auteur de pas mal de bouquins,
et toujours avec le même message bien sûr, et dans le monde de l'audiovisuel à travers la conférence, donc les cycles de conférences, vous savez, qui étaient plutôt des films un peu touristiques à la base, hein, Connaissance du monde. Je me souviens quand je suis rentré dans Connaissance du monde, le directeur de l'époque me disait « Patrick, vous êtes humaniste, gauchiste quoi ». Mais je lui dis, si les gens de gauche étaient humanistes, ça se saurait sûrement. Donc je crois qu'il ne faut pas mettre une catégorie. Il m'a dit, je l'admets, mais je ferai comme le dirait Voltaire, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que vous dites, mais je ferai tout pour que vous puissiez le dire. Et j'ai beaucoup aimé le monde de la conférence pour ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sortais mon film, qui était un peu décalé par rapport à ce que les gens avaient l'habitude d'aller voir, plutôt des films un peu touristiques, un peu très belles images. Quand je sortais mes films un peu ethnographiques, engagés sur les peuples autochtones, pendant 1h30, j'avais ma liberté d'expression complète. Après, j'ai été obligé aussi de travailler pas mal pour la télévision. Donc j'ai refusé de me faire médiatiser, on en parlait tout à l'heure, dans les années 80, quand j'ai eu la Fondation de la Vocation, un célèbre publiciste qui s'appelle Jacques Séguéla s'était intéressé à moi et m'avait dit « Patrick, je ferai de vous le nouveau Cousteau ». Bon, vous allez voir, parce qu'on avait besoin, là encore, de fabriquer des stars, des vedettes. Donc au début, j'ai un peu joué le jeu. J'allais participer à la foire de Marseille, participer à des débats avec les gens du Paris-Dakar. Je me retrouvais dans des hôtels à faire la fête jusqu'à point d'heure avec Gainsbourg et quelques autres parce que j'étais mis dans des événements où j'étais un peu la bête de foire. Je faisais des conférences et les organisateurs à Paris, je me souviens à côté du Georges V, avaient loué des dromadaires, un lion en laisse et un python. Et puis à un moment, je me dis mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu es en train de te dévoyer, mais complètement. Donc je me suis dit que je ne serais pas le nom qui fera que les gens vont s'intéresser au film, au peuple auprès duquel j'ai envie de m'engager. Je veux que ce soit le peuple et la cause qui soient mis en tête d'affiche. Donc j'ai été toujours un petit peu à contre-courant, c'est pour ça que je ne me suis jamais médiatisé, j'ai jamais accepté de me médiatiser, mais j'ai travaillé pour des chaînes de télévision, notamment un petit peu Arte. J'aurais aimé plus avec Arte, parce que pour moi, c'est très loin la meilleure chaîne du paysage audiovisuel. Beaucoup avec France 5, qui m'ont ouvert leur case, comme on dit, documentaire. Pas mal avec Ushuaïa aussi, la chaîne Ushuaïa TV. Puis après, mes films étaient traduits et à travers des distributeurs étaient envoyés dans le monde entier, donc National Geographic, Discovery Channel, pas mal de chaînes comme ça les ont diffusées. Là où j'ai souffert, c'est que toutes ces chaînes, et j'ai rencontré de très belles personnes dans ces chaînes, donc c'est pas elles que je cible, toutes ces chaînes sont victimes d'un énorme formatage. Alors, je dis toujours, dans les dictatures, on censure, dans les démocraties, on formate. C'est-à-dire que le montage est vérifié à la minute près. Le commentaire est retravaillé, est rendu plus populaire, pour ne pas dire populiste. Quand il y a une scène de sacrifice, il faut la couper. Il ne faut pas montrer aux gens la mise à mort d'un animal. Or, c'est un sacrifice religieux qui va montrer énormément de respect pour l'animal, bien plus que le respect qu'on va montrer dans les abattoirs de McDonald's ou les grands élevages intensifs d'animaux que nous pouvons avoir chez nous. Donc tout ça, c'est censuré. Quand je traduis maladroitement, toujours une traduction, c'est toujours maladroit, les propos d'un cacique, d'un responsable d'une tribu amazonienne, par exemple, il n'emploie pas le même langage que le commun des mortels, parce que c'est un cacique. Donc il a un langage à lui. Un chaman, il a un langage à lui, parce que lui, il sait qu'il est écouté par les esprits aussi. Il est le lien, l'intermédiaire entre les esprits et les vivants. Et là, j'avais toujours très mal quand la chaîne de télévision rayait la formulation et remettait une formulation, je dirais, qui pour eux est accessible pour le plus grand public. J'appelle ça une forme de populisme, parce que je pense que le public, même le plus large possible, on doit l'aider à s'élever, à gravir les échelons, et il est tout à fait à l'écoute, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Et je trouve que nos médias ont un peu tendance à prendre la masse pour une masse d'imbéciles. Donc c'est là où on a un petit peu souffert, et j'ai préféré le monde de la conférence, qui était un peu dur, hein, qui n'était pas forcément très facile, mais une fois que j'étais lâché avec mes films sous le bras, et puis mon micro où je faisais mes conférences en direct, il n'y a plus personne qui venait me censurer là.
Et ça a été merveilleux. Et c'est grâce à ce monde de la conférence, finalement, que j'ai ramené pas mal de monde autour du travail et des actions d'ICRA International ou un peu plus tard de la Fondation ANACO. Les jeunes autochtones sont très intéressés par notre langage audiovisuel. Ce sont des peuples de l'oralité. Tout se transmet de la bouche des anciens aux oreilles des plus jeunes. L'écrit, quand ils voient un ethnologue arriver et faire tout un tas d'écrits, ça les ennuie. Ils disent, mais pourquoi il écrit toutes ces choses-là? C'est pas intéressant. Pourquoi il compare? C'est pas intéressant. Par contre, le langage du son, le langage de l'image, ça les intéresse. Et depuis déjà une bonne quinzaine d'années, on reçoit beaucoup de demandes au sein d'ICRA de communautés autochtones qui nous demandent de venir enseigner à leurs jeunes le langage audiovisuel, de les aider sur le plan technique, de leur apporter une formation, de leur donner un petit peu de matériel, pour que les anciens puissent demander à ces jeunes d'enregistrer la parole des plus anciens avant qu'il ne soit trop tard, de filmer les rituels avant qu'ils ne se dégradent de trop, qu'ils ne disparaissent ou qu'ils ne deviennent, comme c'est souvent le cas, un vulgaire folklore qu'on sert sur un plateau au groupe de touristes en voyage organisé, parce que ça aussi c'est un problème, le développement du tourisme de masse, qui n'est pas du tout un tourisme intelligent. Et donc, pour structurer ça, j'ai mis en place une fondation, la Fondation ANACO. Le but était de léguer à cette fondation tout mon travail, déjà, puisqu'on a un fonds de films, de sons, d'enregistrement qui est énorme. Donc il fallait que ça aille quelque part, que ça soit protégé et que ça serve aux générations qui vont suivre. Et donc le but aussi est d'encourager toutes les communautés autochtones qui le souhaitent à écrire elles-mêmes leurs propres livres d'histoire. Parce que nous, on a des châteaux, on a des vieilles pierres dans lesquelles notre histoire est gravée, on a 2000 ans d'écrits dans lesquels notre histoire est écrite, avec différentes interprétations. La tradition orale, c'est une tradition extrêmement dynamique, parce que chaque ancien qui transmet son savoir à des plus jeunes, il va enrichir son savoir de sa propre expérience de vie. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être écrite. Donc, on commence à mettre en place maintenant des programmes qui consistent à soutenir des communautés autochtones qui veulent filmer un rituel qui est en train de disparaître, qui veulent enregistrer quelques vieilles personnes très très âgées qui connaissent souvent l'ancienne langue, qui sont les locuteurs des langues les plus anciennes qui sont en train de disparaître, qui connaissent les anciennes légendes de la tradition orale. Et donc, on a créé cette fondation. Et pour soutenir cette fondation, eh bien, on a créé 2 lieux, histoire de s'inscrire aussi dans la dynamique culturelle locale, puisqu'on est installé aux confins de la Vienne et du Val-de-Loire. On a créé l'ethnomusée du château de Verrières, qui organise un festival du film ethnographique, qui présente des expositions, qui présente les peuples premiers. Pourquoi dans un vieux château médiéval, l'histoire est de faire résonner notre propre histoire avec celle des peuples autochtones? Ils n'ont pas de vieilles pierres, mais c'est dans nos vieilles pierres qu'on a envie de les faire connaître. Et là, je suis content parce qu'il y a seulement 2 jours, la ville de Saumur a décidé de mettre à notre disposition un vieux château dans lequel on va pouvoir également créer un musée et mettre en place un cycle de projections, débats et de conférences. Ce sont nos grands frères dans le sens où ils ont cette sagesse essentielle qui est de considérer qu'ils appartiennent à la nature et que ce n'est pas le contraire, ce n'est pas la nature qui leur appartient. Nous, on est toujours dans ce déni et dans cette erreur d'espèce animale dominante qui est devenue propriétaire de l'ensemble de son milieu, de l'ensemble de la nature, y compris des êtres humains qui n'ont pas les mêmes pensées qu'elle. Donc, en ce sens-là, oui, je crois vraiment que ce sont nos grands frères. Je pense aussi que ce sont les porteurs des solutions de demain. Je pense qu'en s'inspirant de ces sagesses-là, il y a de plus en plus de gens dans nos sociétés qui sont sensibles aux sagesses des peuples autochtones, on trouvera les solutions à nos problèmes actuels. Et on le voit aujourd'hui, il y a des démarches qui se passent chez nous. Je pense à Francis Allais, qui est l'explorateur des cimes, qui a lancé un grand projet de recréation d'une forêt primaire en Europe. Ça, c'est des choses essentielles et qui sont inspirées des sagesses des peuples autochtones. Je vois comment aujourd'hui les communautés amérindiennes, même quand elles sont rentrées dans le modernisme, se battent bec et ongle pour défendre le peu de territoire qu'on leur avait autorisé à occuper encore. Je pense aux terres démarquées par exemple au Brésil. Ça, c'est essentiel. Mais il y a aussi une sagesse qu'on doit arriver à comprendre,
c'est qu'il faut arrêter de fabriquer des vedettes et de passer par des vedettes pour défendre nos causes. Nous, les Occidentaux, on est encore un peu primitifs par rapport à ça. S'il n'y avait pas eu un Cousteau, personne ne se serait démené pour défendre la mer. Si on n'avait pas fabriqué un Nicolas Hulot, c'était pas en grande partie fabriqué lui-même, même si c'est un type très chouette, personne ne serait mobilisé autour de la nature, de la défense de la nature. Si on n'avait pas fabriqué le personnage de Raoni, ce chef à plateau de la tribu des Kayapo, qui a été médiatisé par Sting, puis après par différentes associations qui ont repris cette médiatisation à leur compte, s'il n'y avait pas ce chef Raoni, il y aurait beaucoup moins de monde à s'intéresser à l'Amazonie. Je pense que là aussi, il faut qu'on passe un cap pour arriver à comprendre qu'une cause est beaucoup plus importante qu'une personnalité. Plus que jamais, parce qu'on a eu un signal d'alerte, que cette crise sanitaire. Déjà, cette crise sanitaire a provoqué beaucoup de prise de conscience. On a été renfermés sur nous-mêmes, on a été obligés, on a vu parfois des proches disparaître. Donc on a été recentré sur les choses les plus essentielles de notre existence. On se rend compte aussi peut-être que l'accumulation et l'enrichissement matériel, c'est peut-être pas la première des choses à recevoir dans notre existence. Et on se met peut-être un peu plus à l'écoute. Et c'est là où je pense que nos grands frères, les peuples premiers, comme le dit Éric Julien, mais à tout à fait juste raison, puisque nous sommes à leur regard des hommes primitifs, et je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Les hommes les plus évolués sont les peuples premiers, même si ils vivent à demi nus, en pleine nature, ils ont encore des activités de chasse et de cueillette. On apprend à se remettre à l'écoute de ses grands frères. Il y avait un dessin humoristique qui m'avait toujours beaucoup amusé. C'est un être humain avec une grande bouche et les oreilles fermées. Et ça représentait l'homme occidental. Et l'homme autochtone, on le représentait avec tous ses sens en éveil, ses oreilles et ses yeux grands ouverts et sa bouche fermée. Et je pense que si on va un peu, si on tisse un pont pour aller vers cet homme autochtone, avec tous ses sens en éveil, tous ses sens ouverts, on va réapprendre à vivre avec la nature. J'en viens à une petite chose que je voulais peut-être préciser dans le mode de vie autochtone et le fait de ne pas avoir développé ses capacités intellectuelles pour le développement technologique et scientifique tel que nous l'avons fait, le développement technologique et scientifique servant à nous garantir une vie plus longue dans le temps et à nous enrichir de plus en plus en optimisant au maximum et en capitalisant au maximum les ressources qui sont autour de nous. Le peuple autochtone, le chasseur-cueilleur par exemple, qui n'a besoin que de 2 ou 3 heures par jour pour satisfaire à ses besoins alimentaires, va développer une autre partie de son cerveau. Toute la partie cognitive de son cerveau, c'est ce qu'il va développer, c'est-à-dire l'écoute, les sens, l'écoute de la forêt, l'écoute de l'animal, l'écoute de la personne, le regard d'une personne qui va exprimer une certaine détresse, une certaine connaissance. Il y a tout un tas de choses que les peuples premiers savent lire uniquement dans une attitude. Et je pense que ça, on peut apprendre petit à petit à le réapprendre, et cette crise sanitaire nous aide. Malheureusement, il y a un prix à payer, mais cette crise sanitaire nous aide à réapprendre ce fil et ce lien. Encore une petite anecdote que je voulais donner qui exprime un petit peu ça. La plupart des peuples autochtones que j'ai rencontrés, ils me disent tout le temps « Mais vous êtes un peuple qui bourdonne. Parce que vous avez toujours besoin de tout expliquer, de tout comprendre, de tout rationaliser. Nous, on est un peuple qui écoute, qui se tait. » Parce que quand on parle mondialisation, c'est mondialisation des cultures, c'est mondialisation des économies, c'est mondialisation des religions, c'est ce qu'on fait en fait. La mondialisation, elle a commencé au moment des conquêtes coloniales. L'idée, c'était d'imposer un même mode de vie, une même façon de penser, une même mode de hiérarchie sur l'ensemble des peuples de la planète. Alors moi, je vais penser exactement le contraire. Je pense que notre enrichissement, on le puise à la source de nos différences. Et que c'est l'écoute de la différence de l'autre qui va aider à notre propre enrichissement spirituel ou simplement cognitif. Et ben, je pense que ça, en fait, cette écoute-là, elle est essentielle, et il est essentiel pour moi de préserver nos différences.
moi, je ne veux pas renier tous les efforts que nous avons faits, toutes les recherches que nous avons faites. Il y a de l'agriculture, il y a de la science chez nous, et c'est passionnant. L'être humain, il est passionnant dans toute sa complexité. Je pense que là où on peut trouver un équilibre, c'est de considérer au même niveau celui qui a fait un choix différent, qui a choisi de rester chasseur-cueilleur, qui a choisi de rester animiste et de ne pas se convertir à une religion dominante. Je pense qu'une fois qu'il sera mis exactement au même piédestal, c'est là où on va avoir une humanité unie, c'est-à-dire une humanité avec plein de petits ponts entre elles, qui permettra aux uns de s'enrichir à la connaissance des autres. D'ailleurs, les peuples autochtones, les communautés autochtones, même de chasseurs-cueilleurs, de tout temps, ont fait des échanges avec les agriculteurs, avec les artisans. Celui qui fait de la poterie va échanger quelques-uns de ses pots qui sont utiles aux chasseurs-cueilleurs contre du miel ou contre quelques plantes que le chasseur-cueilleur va aller dénicher au fin fond de la forêt, les plantes médicinales, et que l'autre ne pourra pas avoir. Ça a de tout temps existé. Et je pense que c'est ce lien-là qu'il faut remettre. Donc nous, là où on peut se soigner, vraiment utilement, et à mon avis, là il y a une urgence, c'est de soigner notre complexe de supériorité. L'occidental, le monde, c'est malheureux à dire, mais c'est un peu le monde blanc en général, c'est-à-dire le monde issu des grandes religions du livre, a développé, peut-être par le fait qu'il se dit à l'image de Dieu dans ses écrits, je ne sais pas, mais en tout cas il a développé un complexe de supériorité, donc c'est une maladie, un complexe de supériorité, et qu'il le met en devoir d'imposer sa science, ses connaissances, sa spiritualité à l'autre. Et je pense que quand on rabattra un petit peu ce complexe et qu'on revalorisera l'autre, sans non plus tomber dans l'excès du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau, hein, parce qu'un être humain reste un être humain et c'est ce qui fait son charme, je dirais, avec ses qualités, ses défauts. Et les autochtones n'y échappent pas. Hein. Je peux vous dire que c'est pas toujours rose dans les communautés autochtones non plus. Hein. Mais quand on réapprendra à s'écouter les uns les autres, là, je pense qu'on aura compris. Et le contexte que nous vivons aujourd'hui peut peut-être nous y aider, mais c'est un contexte extrêmement dangereux, puisqu'on le voit, c'est un contexte qui favorise l'émergence des populismes, l'émergence de pouvoirs autoritaires, et on rentre quand même dans une période extrêmement délicate du destin de l'humanité, et c'est là où les fils sont extrêmement fragiles, donc il faut espérer, il faut toujours aller dans le sens positif. Moi je suis un optimiste, parce qu'on me dit toujours, mais comment pouvez-vous être encore militant alors qu'on sait que les peuples autochtones sont définitivement condamnés à disparaître avec leur mode de vie? Mais je dis oui, mais c'est l'optimisme qui nourrit le militantisme. Si je n'étais pas optimiste, je ne serais pas militant. Je pense qu'on peut y arriver avec l'émergence aussi des spiritualités anciennes, des plus anciennes spiritualités. L'occidental, même s'il se prévaut d'une religion, quelle qu'elle soit, vit comme s'il n'avait qu'une seule vie. Donc il accumule au maximum de sa vie pour profiter au maximum de ces quelques décennies dont il pense qu'elles lui sont offertes, pour finalement après tout couper et descendre dans le trou ou dans l'incinérateur. L'autochtone, c'est totalement différent. La vie, elle est intemporelle pour l'autochtone. C'est-à-dire qu'il prépare son après-vie, lui. Il passe sa vie avec ses connexions avec la nature à préparer son après-vie, parce qu'une fois que ce véhicule qu'il a conduit pendant quelques décennies, qui est le corps physique de chair et d'os, sera fatigué et on aura fini, il va rentrer dans une démarche de transformation. Il va réintégrer les énergies de la vie d'une autre façon. Alors ça, moi, je ne sais pas vous l'expliquer, et je pense qu'il n'y a aucune explication à donner, et eux n'en donneront pas non plus. Mais il vit dans l'intemporalité, alors que nous vivons dans la temporalité. On se rassure avec notre religion en se disant « Oh mon Dieu, pourvu qu'il y ait quelque chose derrière », mais malgré tout, on vit dans la temporalité comme si on n'avait qu'une seule vie. Et je crois que c'est peut-être ça aussi, dans cette démarche d'humilité qu'on a à avoir, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est-à-dire que simultanément à la compréhension, à l'ouverture de nos sens vers la réalité de l'autre, il faut aussi s'intégrer dans une démarche, alors j'ose pas dire spirituelle parce que j'aurais l'air de faire preuve de sectarisme ou de jouer les gourous ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut aussi s'intégrer dans une forme de démarche spirituelle que l'on peut recevoir de la part des peuples autochtones, sans la caricaturer.
par contre. Je vois beaucoup chez nous émerger ce qu'on appelle les nouveaux chamans. Là, je suis très sceptique et je garde pas mal de distance à l'égard de ça, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans les excès contraires. Je sais très bien que l'avenir passera par beaucoup de compromis et de concessions, et peut-être par l'effacement aussi, malheureusement, de tout un pan du patrimoine de l'humanité, des langues qui disparaissent, des cultures qui disparaissent, des pans culturels qui disparaissent. Donc, il y aura un devenir de l'humanité, parce que je pense que l'être humain a une grande capacité de résilience, a une grande capacité de se remettre en question malgré tout. Donc ça, j'y crois quand même. Après, au niveau des leçons qu'on a à prendre de nos sociétés, je vais prendre juste l'exemple, j'ai été engagé pendant 45 ans à travers ICRA, notamment dans la démarche de défense des droits et des devoirs de l'homme, parce que quand on parle de droits, il faut toujours parler des devoirs de l'homme, et dans des actions, alors là encore le mot humanitaire, je m'en méfie. Et j'ai toujours constaté pendant ces 45 ans que les micro-projets fonctionnaient merveilleusement bien, et que dès qu'un programme de terrain prenait un petit peu d'ampleur, recevait des fonds venus de je ne sais quelle institution européenne, onusienne, étatique ou autre, ça capotait. Ça tombait dans la corruption, ça tombait dans le... En fait, il y avait à peine 5% du projet qui était efficace sur le terrain. Donc je sais qu'avec notre association, on a développé pas mal de programmes de terrain parce que les communautés autochtones nous ont demandé de les aider dans des démarches solidaires, mais c'est toujours des micro-projets. Et je dirais qu'à l'échelle d'une société entière, je crois beaucoup plus au retour aux micro-sociétés, aux micro-projets, la grande agriculture extensive, les multinationales. Je pense que là, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut revenir à beaucoup plus de sens, à beaucoup plus d'écoute, et c'est là où les peuples autochtones peuvent nous l'apprendre. Chaque communauté tribale est interdépendante à la fois de son milieu et des communautés tribales voisines. Les liens sont partout. Alors que nous, les Occidentaux, on a toujours fabriqué des boîtes. Et il y a une chanson de Grimoire Wright qui disait « petite boîte très étroite ». On est tout le temps dans la petite boîte, dans la catégorisation, dans la petite boîte. Et puis quand on a trouvé une boîte qui est rentable, on en a fait une énorme boîte et on fabrique une multinationale. Et c'est là où je pense on se met complètement le doigt dans l'œil, à la fois par rapport à notre propre survie, je dirais physique, harmonieuse sur la planète, mais aussi par rapport à notre devenir. Donc ce qui se passe maintenant n'est pas pour me déplaire. Il y a beaucoup de petits projets de permaculture, on écoute de plus en plus des gens comme Rabi, on écoute de plus en plus des gens comme les Kogi à travers la voix de leur vecteur qui est Eric et l'association qui les soutient. Et je pense que c'est vraiment par là qu'on trouvera le début du bout d'une solution. C'est en revenant à des micro-projets de société. Et non, ça nous oblige à nous mettre à l'écoute de ce qui nous entoure. Moi, quand je suis au milieu d'un bois, avec un pré, avec un étang, tous les matins, c'est un émerveillement quand je vois les cormorans venir chanter, venir pêcher, les hérons venir passer un petit moment là. Et je me dis que c'est là qu'on finira à comprendre un peu le sens des choses et qu'on va s'installer dans une vie beaucoup plus intemporelle, c'est-à-dire pas une vie qui a un commencement et une fin au bout de quelques décennies, mais une vie qui va se prolonger par la transmission, par les enseignements, par l'échange et par la complémentarité. Donc moi je ne nous demande pas forcément de nous remettre complètement en question. On a construit des choses, elles sont formidables ces choses qu'on a construites, mais peut-être de réajuster les équilibres. C'est peut-être là où il y a le... voilà, je disais toujours, moi ce sont les hommes primitifs qui m'ont appris le sens du mot civilisé, et je crois que si on pouvait apprendre un petit peu à devenir des hommes un peu plus civilisés, à l'écoute des peuples premiers, parce que j'aime pas le mot primitif, vous comprenez bien qu'il n'est pas du tout adapté, je pense que là on aura fait un pas.